Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la vague djihadiste au Sahel, alors que le Burkina Faso a encore connu un massacre d'une cinquantaine de civils il y a une dizaine de jours et que 2 casques bleus égyptiens ont été tués et un autre blessé au Mali. La zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali est le théâtre d'actions sanglantes de mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Au Mali, des groupes armés et les forces maliennes ont lancé une offensive contre les djihadistes pour reprendre une ville frontalière du Niger. La junte qui gouverne s'est d'ailleurs donnée jusqu'à mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils. Alors le Sahel devient-il un sanctuaire pour les djihadistes? Quels sont les risques d'une contagion dans le reste de l'Afrique? Quel est l'impact du retrait de la force Barkhane du Mali et des décisions de la junte au pouvoir? Comment s'organise la stratégie anti-djihadiste dans la région? Djihadistes, menaces sur le Sahel, on en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Wassim Nasr, journaliste à France 24. Bonsoir Wassim, Bonsoir. spécialiste des mouvements djihadiste, auteur de État islamique, le fait accompli, et c'est chez Plomb. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Vincent Hugeux, bonsoir, journaliste Bonsoir, indépendant, spécialiste de l'Afrique, auteur de Tyran d'Afrique, et ça c'est chez Perrin. Bienvenue Vincent. Également avec nous, Niagale Bagayoko, bonsoir, présidente de l'African Security Sector Network, autrice de Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne, et c'est aux éditions Québec-Montréal. Nous avons avec nous également Louis Magloire Kemayou, en direct de Lomé. Louis Magloire, bonsoir. Journaliste et président du Club de l'information africaine. Wassim, on va commencer avec vous. Au Mali, on apprend qu'aujourd'hui, des groupes armés et des forces maliennes ont lancé une offensive donc, contre des djihadistes pour reprendre une ville frontalière du Niger. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le groupe État islamique contrôle la frontière entre le Mali et le Niger? Donc en fait, c'est une offensive qui a été lancée par le MSA, qui est un mouvement Touareg, par aussi les Gatia et par une faction, par une unité particulière de l'armée malienne. C'est le groupement tactique 8 qui est à majorité Touareg. Et pourquoi je précise cela? Parce que c'est une initiative propre aux populations locales pour essayer de contrer l'État islamique qui a fait une montée en puissance depuis avril et qui est responsable de plusieurs massacres. Ils ont essayé d'associer d'autres factions du Nord comme le CMA ou le HCEA qui n'ont pas voulu participer à cette offensive. On a une carte où on pourrait voir l'évolution de cette offensive et les localités qui sont contrôlées aujourd'hui par l'État islamique ou évacuées par les civils. Donc, de fait, c'est l'État islamique qui règne. Tout ce qu'on voit en noir. Donc, l'opération qui a démarré le 4, elle visait Andaramboukan, qui était utilisée comme dortoir et comme infirmerie pour l'État islamique. Après les opérations d'Emis, Inekar et Tamalat, ça a démarré en avril. Donc vous voyez bien toutes les localités. Et le fief de l'État islamique dans cette zone, c'est Inaraban. Donc il y a eu un départ de convoi depuis Gao vers Andaramboukan, sauf que l'État islamique s'est retiré de la ville. Donc le convoi constitué du MSA, Gatia et le GTA 8 a élu domicile dans l'ancienne caserne des FAMA sur place, sauf que c'était un piège, on va dire, de l'État islamique. Il leur a envoyé le 5 au matin 10 motos pour simuler une attaque. Le 5 juin. Le 5 juin, là. Ils les ont suivis jusqu'à 40 km à Tchajalat, où ils sont tombés dans un guet-apens. 40 véhicules. Le chef d'état-major des Gatia a été blessé au torse et à la main. C'était une débandade, on va dire. Et les forces qui se sont impliquées, on a des photos des convois, là c'est le début de l'opération, de MSA, Gatia, qu'on a dit, et de GTA 8. Sauf que finalement, il faut le dire, c'était un échec. Donc le pari était très risqué de départ, mais les gains auraient pu être importants. Après, il y a des calculs politiques qui sont entrés en jeu. Bamako a aidé, il faut le dire, en munitions, en quelques armements, pas de véhicules. Mais pour le moment, là où on parle, Bamako n'a rien communiqué par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'est un échec. Bamako espérait que... Quand vous dites c'est un échec, ça veut dire que le groupe État islamique est là, que ça n'a rien changé sur leur position. Il a même pris plus que 15 véhicules, dont, me dit-on, le véhicule du chef d'état-major des Gatia. Il a paradé avec dans la ville. Donc, ce qui était voulu comme opération pour contrer, on va dire, l'État islamique qui, depuis 3 mois, évolue dans cette zone sans frein, va se retourner, en train de se retourner, parce que évidemment l'État islamique ne va pas se priver de dire que c'est une victoire pour lui. Et ce qui est à noter aussi,
Donc c'est qu'ils ont avancé en colonne. Ouais. Tactiquement, ils ont été plus faibles, on va dire, que l'État islamique. Donc ils ont sous-estimé leur ennemi, qui a prouvé qu'il a une capacité, si on parle militairement, de manœuvre qui est très importante, donc de commandement qui est très important. On sait par exemple que Moussa Moumini, pour ne nommer que lui, est un chef important militaire de l'État islamique, s'est déplacé sur zone il y a une semaine. On sait que les plans d'offensive vers Gao devaient être couplés d'un plan d'offensive vers Indeliman, ça n'a pas été le cas, et que ces plans, même certains estiment que l'État islamique les avait. Et donc, il s'est préparé à cette offensive qui était mal ficelée. Et dernière chose par rapport à cette offensive, donc soutenue par Bamako, mais pas jusqu'au bout. Il n'y a pas d'hélicos qui ont été envoyés. Il n'y a pas de force qui a été rajoutée à cette force. Mais aussi, j'ai pu apprendre par des sources au Niger qu'il y a eu plusieurs réunions pendant le Ramadan où cette offensive devait se préparer en coalition avec d'autres factions comme HCUA, le CMA et même peut-être Barkhane, et que ça a été déconseillé. Ils leur ont dit c'est trop tôt, vous êtes mal préparés, sauf que l'aspect politique de la chose a pris le dessus. Il y a eu un pari risqué qui finalement a échoué. Et à l'heure où on parle, l'État islamique contrôle une partie de la frontière entre le Niger et le Mali, où il est en train d'élire un sanctuaire dans une zone riche en eau, où il peut se cacher des drones et des frappes, et une zone, il faut le rappeler, contestée entre les populations locales depuis un moment. Donc il a réussi à se greffer sur des dynamiques antérieures à son existence, donc dynamiques ethniques, de terre et d'eau, et sur lesquelles il est en train de capitaliser. On a vu ça ailleurs, et c'est comme ça qu'ils réussissent à construire quelque chose, on va dire, de durable. Et pour le moment, ils y arrivent malgré les pertes d'un nombre de leurs chefs et malgré l'effort déployé par différents pays et par Barkhane pour les contrer. Niagalé Bagayoko, donc on voit cette frontière donc entre le Mali et le Niger, effectivement la progression du groupe État islamique, il s'installe pratiquement, c'est ce que dit Wassim. Il se développe grosso modo dans l'ensemble, on parle de cette zone des trois frontières, on va revoir la carte entre justement ces trois pays. Comment expliquer en fait que ça a été si rapide ? Parce que finalement, on parle de 3 mois, là, pour le groupe État islamique. Même si, comme Wassim vient de le dire, il y avait effectivement un terreau déjà favorable. Alors, je pense qu'il est effectivement très important de se pencher sur ce terreau et sur les dynamiques communautaires qui sous-tendent aussi ces affrontements. Il y a, à n'en pas douter, une rivalité qui s'est fait jour de nouveau, notamment entre la communauté touareg d'Aoussak et la communauté Peul, notamment Tolébé, dont un grand nombre de membres font partie du groupe État islamique, même si l'on se rend compte, si l'on écoute les communications téléphoniques, etc., qu'il y a aussi, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, des locuteurs Haoussa, Zarma, etc. Donc, on ne peut pas considérer qu'il y a un affrontement entre Touareg et Peul, mais cette dynamique qui est fondée notamment sur la question du contrôle des espaces, de l'accès aux ressources, au pâturage et aux surfaces agricoles exploitables, est un conflit extrêmement ancien. Donc, à mon avis, on ne peut pas totalement parler de conquête, mais plus exactement d'une greffe et de l'adhésion à l'État islamique de certains ressortissants qui étaient d'ores et déjà en conflit précédemment autour de ces logiques. Vincent, comment procède-t-il ? On a vu véhicules piégés, distribution de tracts en langue locale. Il multiplie un certain nombre de techniques, ces groupes djihadistes, le groupe État islamique en l'occurrence, mais pas seulement, il y a aussi le groupe Al-Qaïda pour étendre leur zone d'influence. L'un des facteurs de l'essor continu de l'emprise, notamment de l'EIGS, mais c'était vrai également pour la matrice Al-Qaïda, notamment dans le centre du Mali, c'est d'exploiter à son profit effectivement des ressentiments qui sont ancrés, Wassim et Niagalé y faisaient allusion, dans de vieux contentieux. Alors le contentieux traditionnel entre les agriculteurs, les pasteurs, mais si on prend l'exemple du Niger par exemple, le président Mohamed Bazoum lui-même admet, et d'ailleurs ça a été le cas lorsqu'il a tendu la main aux jeunes Nigériens égarés, il sait très bien, et d'ailleurs il l'a admis dans un entretien récent, que ces jeunes en question, ce sont souvent par exemple des fils de pasteurs peuls, considérablement appauvris par un triple phénomène, une sécheresse récurrente, qui évidemment est une calamité pour le bétail, des razzias, qui sont opérés par différents groupes armés, qu'ils soient ou pas liés à la mouvance islamiste, et puis également l'expansion des terres agricoles, et donc cette compétition permanente entre ce que l'on plante et les aires de package pour le bétail. Et ça, il y a une sorte de génie politique, il faut l'admettre, dans la capacité
en évidemment couronnant tout ça d'une justification sacrée de nature religieuse, de tirer profit de tous ces vieux conflits mal éteints, toutes ces sortes de brasiers qui rejoignent en permanence et qui peuvent évidemment, à la faveur de cette aventure politico-militaire, ressurgir. Donc au fond, quand Bazoum dit et il le faisait dans une interview accordée à le président nigérien et à l'Obs voilà quelques jours, quand il dit notre frontière avec le Mali est sous la coupe de l'État islamique, c'est à peu près imparable. Et un dernier point, si on rembobine le film et qu'on essaye d'élargir un peu la focale, souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, notamment après le fameux sommet de Pau, nous a expliqué que la priorisation du combat contre l'État islamique allait l'affaiblir. Et il y a encore quelques semaines, voire quelques mois, des stratèges militaires et politiques français nous expliquaient que oui, l'État islamique avait été affaibli. À l'évidence, non, il ne l'a pas été. Sauf qu'il faut rappeler qu'après, évidemment, il y a eu un effort important après Pau, mais ce qui a surtout affaibli l'État islamique, c'est la guerre avec Al-Qaïda. Donc c'est la guerre intestine entre les deux qui a finalement affaibli, qui a contenu l'État islamique plus que les efforts militaires des gouvernements locaux. Et juste pour rebondir à ce qui a été dit... Mais Al-Qaïda, qu'est-ce qu'il représente à côté justement du groupe État islamique en termes de nombre? Pour schématiser, sur cette frontière, par exemple, dont vous parliez, constitue un danger, on va dire, sécuritaire et militaire, pour schématiser. Et Al-Qaïda constitue un danger sécurité militaire et politique, parce qu'ils sont ancrés dans les populations locales. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux griefs anciens et antérieurs au groupe djihadiste. Aujourd'hui, il y a une nouvelle chose qui s'ajoute à l'équation, c'est la guerre entre Al-Qaïda et l'État islamique. Donc ça dogmatise des deux côtés. Avant, ce qui était juste ça affaiblit le groupe État islamique, ce que vous dites. Oui, mais ça dogmatise plus les recrues. Ça veut dire, avant, on voyait des recrues juste participer à une attaque pour le butin. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Moi-même, j'ai écouté des audios de Mohamed Koufa, qui est numéro 2 du JNIM d'Al-Qaïda, en train d'expliquer à des jeunes recrues les sources du conflit entre Al-Qaïda et l'État islamique. Ça veut dire avant même que la guerre entre eux n'éclate au Sahel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des combattants aujourd'hui beaucoup plus dogmatiques qu'avant. Et c'est une équation, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc l'État islamique trouve ses sources chez le Moudjaou. Le Moudjaou, on est en 2012. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Donc ce qui démarre avec une insurrection et des brigands peut se transformer en autre chose. Et juste dernière chose par rapport à ça, les brigands qui ont rejoint l'État islamique en 2018 au Niger, aujourd'hui, ils ont plus, on va dire, les faveurs de l'État islamique central que Abou Walid Sahraoui qui a été tué par les Français. Parce que l'État islamique central considérait qu'Abou Walid était toujours très proche d'Al-Qaïda. Alors que les nouveaux chefs ont des choses à prouver. Donc, ils leur donnent leur province. Donc, tuer des chefs pour revenir aux opérations de Barkhane, c'est une loterie. Et surtout, d'où la difficulté de considérer qu'il y a des groupes armés terroristes en général, alors qu'ils s'affrontent, comme vient de le dire Wassim, les uns contre les autres. Louis-Magloire Kemayo, vous êtes justement au Togo. Quels sont les risques de contagion avec d'autres pays d'Afrique? On se souvient de ces attaques, par exemple, dans ce parc naturel transfrontalier. C'était au mois de février, me semble-t-il, un parc du Bénin. Est-ce qu'effectivement, dans les pays frontaliers, eh bien, on sent cette menace djihadiste? On ne se contente pas de la sentir, on la vit par moments aussi. Au Togo seulement, on en est aujourd'hui à 3 attaques terroristes qui ont eu lieu. Il y a eu une première qui s'est déroulée à la frontière avec le Burkina Faso. Il y en a une deuxième qui a eu lieu un peu plus loin dans les terres, mais toujours dans la zone frontalière avec le même Burkina Faso. Et récemment, il y a eu une attaque dans le grand marché de Lomé où un ressortissant tchadien a poignardé mortellement un gendarme avant de se saisir de son arme. Puis un policier s'est occupé de lui, a essayé de le neutraliser. Malheureusement, il a été poignardé. Ses jours ne sont pas en danger. Mais le fait est que s'il avait réussi, en arrachant l'arme de ce gendarme, à tirer sur la foule, il aurait fait un carnage énorme et peut-être que cela aurait été mis sur le compte de l'islamisme violent et du djihadisme, pour ne pas parler du terrorisme. Donc aujourd'hui, je pense que l'enjeu est d'arriver à faire comprendre aux pays de la côte, sur la rive de l'océan Atlantique, que la menace terroriste qui plane et qui s'est enracinée au niveau du Sahel pourrait très facilement s'étendre dans les pays de la côte. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, on l'a vu également au Bénin, et il y a également eu le Togo. Donc il y a de fortes chances que cette menace, qui semblait très lointaine, devienne une réalité quotidienne et dramatique pour les pays de la côte également. Wassim, sur les modalités justement de fonctionnement, on va revenir sur la MINUSMA qui a été donc attaquée. On a vu qu'il y a eu 2 morts, un blessé. C'est
C'est un convoi qui a été attaqué. Comment il procède en fait? Ça dépend. Ça dépend on va dire des cibles. Hein. Par exemple, là, ils ont attaqué un fourgon de la MINUSMA à Kidal et il y a un militaire jordanien qui est mort. Là, c'était une attaque avec des RPG et à la mitrailleuse. Parfois, c'est des IED, donc des engins explosifs improvisés sur les bords de route, etc. Donc ça dépend de la cible. Et parfois, plus rarement, on va dire, ils envoient des voitures piégées avec des kamikazes dedans. Là, c'est quand la cible est importante. Par exemple, un convoi de Barkhane. Ou, par exemple, dernièrement, c'était Al-Qaïda contre un convoi de la MINUSMA du contingent allemand. Donc ça dépend de la cible et des effectifs qu'ils ont. Par exemple, on sait aujourd'hui que Al-Qaïda n'a aucun mal à fabriquer de l'IED. Ce n'est pas le cas de l'État islamique. Qu'est-ce que vous appelez IED pour les engins explosifs improvisés. Engins explosifs improvisés. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour l'État islamique. Ils ont une défaillance, l'État islamique, en production d'engins explosifs improvisés, ce qui pourrait changer s'ils ont l'apport, par exemple, du Nigeria. Donc ce qu'on surveille aujourd'hui à la frontière... Parce qu'il y a des liens également avec les groupes au Nigeria. Voilà, parce que les dernières attaques, par exemple, à Tamalat en avril, il y a eu des combattants qui sont venus du Nigeria, non armés, qui se sont armés sur place et participé au combat. Donc il y a un apport de combattants, mais s'il y a un apport de compétences humaines, donc fabrication d'explosifs, donc fabrication de roquettes artisanales, ou ne serait-ce au niveau tactique, usage de drones civils, etc., ça pourrait changer la donne. Ou usage, par exemple, de missiles anti-chars, comme on a vu en Libye. Donc les modes opératoires sont classiques, il n'y a rien de nouveau. L'armement est rudimentaire. C'est la compétence humaine qui fait la différence. Vincent Bouillet. Avec de plus la vulnérabilité assez impressionnante de convois qui peuvent s'étirer sur des kilomètres. Je pense à des convois de ravitaillement alimentaire ou de carburant. Ça a été le cas depuis le 22 mai. Le 22 mai, c'est hier matin. Vous avez eu 6 convois de cette nature, plus ou moins longs, qui ont été attaqués. Parce que précisément, lorsque vous ne contrôlez pas les arrières, eh bien, vous êtes évidemment très exposé à ce type d'attaque avec la fluidité opérationnelle que Wassim D'ailleurs, la vient route de nationale détailler. 16, elle est bloquée. La route nationale 16, elle est bloquée depuis le 25 mai à différents endroits par Al-Qaïda. Qui va, on va dire, entre Gao et qui traverse, qui longe le Niger. Le Niger, c'est la ligne de vie, en quelque sorte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que cette fameuse MINUSMA, donc la mission des Nations Unies au Mali, dont le mandat actuel expire dans quelques jours, et d'ailleurs, il va être question de son renouvellement justement, le 13, bientôt, eh bien, cette MINUSMA est aujourd'hui considérée, à juste titre, comme la mission onusienne la plus dangereuse du monde. Vous avez 174 casques bleus qui ont été tués depuis, je ne parle pas des blessés, qui ont été tués depuis 2013, c'est-à-dire l'année du lancement de la dite mission. Par des djihadistes. Oui, par des opérations de nature terroriste. Ces affrontements, en tout cas, avec les djihadistes au Mali coïncident, vous le savez, avec le retrait militaire en cours de la France, de ses alliés européens. La junte qui gouverne s'est donnée jusqu'à mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils, dit-elle. Cette annonce intervient au surlendemain d'un sommet de la CEDEAO qui a imposé au Mali de sévères mesures de rétorsion pour faire pression justement sur la junte. On fait le point en images avec Florent Rodeau. Elle dirige le pays depuis son coup d'État de l'été 2020. Sous pression de ses partenaires ouest-africains, la junte militaire malienne s'est engagée à rendre le pouvoir aux civils dans moins de 2 ans. Date butoir de cette transition, le mois de mars 2024. Le décret a été signé par le colonel Assimi Goïta, l'homme fort de Bamako, 2 jours seulement après une nouvelle réunion de la CEDEAO. Elle, qui avait déjà imposé le 9 janvier dernier de sévères mesures de rétorsion commerciale et financière, comme la fermeture de l'espace aérien malien à ses voisins, ou encore la suspension des échanges de biens non essentiels. Cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest voulait un délai maximum de 16 mois. Les militaires maliens ont finalement opté pour 5 mois de plus, bien loin de leurs rêves initiaux de conserver le pouvoir pendant 5 ans. Un nouveau sommet de la CEDEAO doit se tenir le 3 juillet prochain. Il pourrait permettre une levée graduelle des sanctions si les différentes étapes de la transition sont franchies avec succès. Niagalé, on voit que le Mali s'isole. Quel impact ça peut avoir justement de la lutte contre les djihadistes ?
Alors justement, on voit très bien que l'un des arguments qui avait été mis en avant par les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, mais également par ceux qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, est celui de leur capacité à rétablir la sécurité, à l'inverse des civils, pointés comme ayant été en échec sur ce front-là. Or, on remarque que les résultats tardent à se manifester, même s'il faut distinguer entre différentes zones. La situation dans le centre du Mali n'est pas celle de la région des Trois Frontières dont nous parlons tout à l'heure. Et on voit que les offensives qui ont été notamment menées dans le centre du Mali par les forces maliennes en lien avec leurs partenaires russes se sont révélées extrêmement sanglantes. En revanche, on a constaté un véritable attentisme du côté de cette frontière entre le Mali et le Niger, d'où l'événement que constitue aujourd'hui l'engagement d'une unité très particulière, bien sûr, puisqu'elle est plus ou moins une émanation du Gatia aujourd'hui. Mais le défaut de résultats véritablement probants aujourd'hui, en dépit d'un certain nombre de déclarations qui peuvent être faites par les autorités militaires maliennes, interroge et laisse penser que, tout comme les partenaires de la communauté internationale, cet ennemi est particulièrement difficile à réduire. Oui, Magloire, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Onyegale Bakayoko? Est-ce que c'est particulièrement compliqué et est-ce que les États se donnent les moyens finalement? Comment s'organisent-ils dans cette lutte contre le djihadisme? On voit que le Mali s'isole. Est-ce que c'est le seul État à s'isoler? Est-ce que les autres, au contraire, les autres États du Sahel essayent encore d'avoir une action ensemble? Je crois que la lecture militaire et la lecture surtout qui consiste à dire qu'il n'y a pas de volonté n'est pas suffisante parce qu'il ne faut pas que nous oublions que nous sommes dans des pays qui sont en situation soit d'État failli, soit d'État en situation de transition parce qu'ils ont connu des situations très difficiles sur le plan de la stabilité politique et sociologique et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément tous les moyens pour affronter les défis qu'ils doivent relever. Je le dis parce que non seulement il y a eu ce cadre qui a été créé par la France à travers le G5 Sahel, mais il y a eu également une autre initiative, celle d'Accra, qui a été montée pour aider les différents services à échanger les informations dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la MINUSMA n'est pas constituée que de forces exogènes au continent africain. Il y a beaucoup de pays africains qui contribuent aux forces de la MINUSMA, mais que cela n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant parce que, pour l'instant, l'on reste sur l'idéologie islamiste et sur la dimension militaire du conflit. Or, il y a une dimension économique et de développement qui est, de mon point de vue encore, beaucoup trop sous-estimée et qui pourrait avoir qui pourrait peser son pesant d'or dans la résolution de ce conflit à partir du moment où, à la suite des victoires militaires, on essaierait de développer davantage les zones en question, d'investir davantage de la part de l'État ces zones-là pour permettre aux citoyens d'avoir non seulement les services de base auxquels ils ont besoin, mais notamment la sécurité et puis la protection dont ils ne bénéficient toujours pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, au regard des droits des tirages spéciaux qui ont été accordés par rapport à des crises, cette fois sanitaires, pour permettre au pays de se renflouer, il faudrait voir comment, sur le plan social et militaire, on pourrait faire en sorte que l'armée ne soit pas là que pour donner des coups de force, mais également pour apporter un plus dans le développement et avoir une coopération entre États qui ne se limite pas au cadre du G5 Sahel dont le Mali semble s'isoler, même s'il y a aujourd'hui la volonté du Tchad de réintégrer le Mali et surtout la médiation du Togo pour permettre au Mali de revenir au sein de la CEDEAO. Wassim, justement, le G5 Sahel, depuis que le Mali se retirait, n'est plus que l'ombre d'elle-même ou est-ce que c'est encore une force importante, une force militaire importante? Il faut voir comment ça va s'articuler derrière. Déjà, le G5 Sahel, donc il y a eu c'était moteur de quelque chose, mais qui finalement n'a pas vraiment changé la donne sur le terrain. Parce que ce qui marche encore, c'est vraiment quand il y a une pression pour qu'il y ait on va dire des coopérations plutôt bilatérales. C'est ça qui marche. Donc quand des États se mettent d'accord, par exemple Tchad, Nigeria, Cameroun, faire une opération autour de la Tchad, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Donc évidemment, le départ du Mali va lancer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. Par exemple, si on parle du Burkina, le Burkina est demandeur
mais jusqu'à un certain point. Donc à un certain point, les militaires au Burkina ils disent il ne faut pas que la France soit trop visible dans son engagement. Alors que quand il y a eu une attaque à côté de Djibo, ils étaient bien, on va dire, avisés d'appeler les Français à l'aide. Les Français ont fait juste un passage d'avions de chasse qui a finalement mené à l'arrêt de cette offensive. Mais tout ça, on va dire, c'est du calibrage. Parce que même au Niger, si le Niger est demandeur aussi de la présence française, il faut voir comment elle va être calibrée. Si on regarde comment le président Bazoum a réglé, par exemple, l'incident de Terra, donc en indemnisant les familles, en collaboration avec la France, moitié-moitié, donc d'une façon, on va dire, à l'ancienne, pour schématiser, ça démontre aussi qu'il y a une volonté d'essayer de trouver des règlements où la France peut jouer un rôle, mais qui reste en adéquation, on va dire, avec les demandes ou les préceptes du terrain. C'est ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites au Mali, cette omniprésence en masse, en volume, et essayer de dicter, on va dire, la marche des choses. Vincent, donc ça veut dire qu'il y a un tournant même en ce qui concerne la présence militaire française. On sait que Barkhane est en train de se redéployer, qu'elles vont quitter le Mali. Il y a un tournant, mais il y a surtout une gradation. Il ne faut pas voir le Sahel central comme une entité militaro-politique homogène. Vous avez en quelque sorte, malgré quelques tiraillements mineurs, le bon élève de la classe, c'est le Niger de Mohamed Bazoum. Vous avez le cancre impardonnable, c'est le Mali. Et vous avez des efforts mais peut mieux faire, c'est-à-dire le Burkina Faso, avec lequel les relations sont quand même moins exécrables qu'avec Assimi Goïta. Si vous voulez, c'est vrai que la popularité de ces régimes militaires, qui est incontestable, elle est fondée moins sur la fascination que pourraient éprouver ces sociétés sahéliennes pour le jeune officier intègre ou supposé tel en treillis, que sur l'exaspération intense suscitée par l'impuissance de pouvoirs civils. Bon. Donc, la légitimité de ces pouvoirs militaires, elle repose sur deux promesses. Nettoyer les écuries de GIAS de la corruption, on verra, mais évidemment, avant tout, se montrer plus performant sur le front sécuritaire. Ce qui est d'ailleurs intéressant au passage, c'est qu'à ma connaissance... Est-ce que c'est le cas depuis, parce que le Mali a déjà une junte depuis un certain temps. On est quelques-uns à avoir dit dès le début que si les régimes militaires imaginaient qu'en substituant les miliciens Wagner à la force Barkhane, il serait plus efficace, il se fourrait le doigt dans l'œil jusqu'au coude et au-delà. Bon, ce qui se passe d'ailleurs, et c'est assez intéressant, c'est qu'à ma connaissance, et je parle sous votre contrôle, il me semble qu'on n'a pas repéré d'éléments russes Wagner dans les épisodes dont il est question. Alors qu'ils avaient été extrêmement actifs dans le carnage de Moura, où il y a eu la mort d'au moins 300 civils dans une opération punitive, où à l'évidence c'était une opération coordonnée, conjointe entre les FAMA et Wagner. Donc si vous voulez, un jour viendra, et je termine là-dessus, un jour viendra... Qu'est-ce que vous voulez dire donc du coup je veux dire simplement que les forces russes? C'est très simple, j'y viens. Un jour viendra où il faudra que ces pouvoirs de fait, qu'ils soient perçus ou pas comme légitimes par les populations concernées, rendent des comptes. Est-ce que, oui ou non, ils ont rempli la promesse qui était la leur de faire mieux que cette combinaison réputée funeste entre l'ancienne puissance coloniale et des gouvernants civils impuissants ou défaillants? Et aujourd'hui, du côté du Burkina Faso, justement, on voit de plus en plus de voix s'élever pour dénoncer, si ce n'est la passivité, en tout cas la très grande difficulté des autorités actuelles et de l'armée à faire face à la dégradation croissante de la situation, notamment du côté de Djibo. Donc il commence à y avoir une rébellion des populations du Burkina Faso. Moi, je ne dirais pas une rébellion, mais en tout cas au sein de l'opinion publique. Il y aurait un retournement. Au sein de l'opinion publique, on voit de plus en plus de voix parmi la société civile ou des partis d'opposition s'élever pour dénoncer le fait que les nouvelles autorités militaires ne sont pas du tout plus efficaces que les autorités civiles qui les ont précédées. Un point opérationnel très court là-dessus, mais je pense qu'il faut y insister 10 secondes, c'est que sans Barkhane, sans coopération militaire, on se prive de la couverture aérienne. Oui. C'est-à-dire à la fois du renseignement et de la possibilité de monter à très brève échéance un raid punitif ou préventif. Et ça, Wagner n'est pas capable de proposer ça. Donc ça, c'est pour le Mali. La présence française, globalement, est-ce qu'elle est quand même importante en dehors du Mali, maintenant qu'elle se redéploie, donc vous disiez plutôt au Niger, mais pas seulement? Quel rôle? Après, on soupçonne que le Niger va être un point important de cette présence, mais il y a toujours une présence au Tchad, il y a une présence moins public, on va dire, au Burkina, mais les forces spéciales françaises sont présentes là-bas depuis un moment, et de plus en plus, depuis le retrait du Mali, il y a une collaboration, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une collaboration, c'est un truc d'orfèvre, quoi.
Parce que même les pouvoirs actuels au Burkina, il n'a pas envie aussi d'appeler la France à l'aide tous les jours. Hein. Et donc, on arrive dans une situation, est-ce qu'il faut appeler les forces françaises ou pas? Est-ce que les forces françaises, quand elles agissent, c'est en coordination avec les forces burkinabées? On se rappelle l'épisode où, par exemple, il faut ici imaginer que les djihadistes ne sont pas... ils bougent en face et ils réfléchissent. Par exemple, il y a eu un IED, par exemple, contre les forces spéciales françaises, où un des militaires a eu des blessures graves, irréversibles. C'était au Burkina. C'était un point, un aérodrome, où les militaires français mettaient du matériel pour pouvoir opérer. Alors les djihadistes l'ont repéré, ils l'ont détruit, ils savaient que les Français allaient revenir, ils ont mis un IED et les Français ont payé le prix cher. Premier IED contre les forces françaises au Burkina, c'était encore quelques mois. Donc en face aussi, c'est pas statique. Ça bouge et aussi ça s'adapte et les frontières ne sont que théoriques finalement. Donc ce dont on parle, la collaboration interétatique et les frontières, etc., les djihadistes font fi de tout ça. Et ça fait partie de leur force. Et justement, vous pouvez réagir peut-être, Louis Magloire Komayou, justement dans le Togo et dans les pays qui sont côtiers. Comment est-ce qu'on perçoit la France, justement le rôle de la France dans cette lutte contre les djihadistes? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le contentieux néocolonial qui entoure cette intervention de la France. Parce que je suis le premier à dire que ni la Russie, ni la Chine, et encore moins aucune autre puissance, ne viendra jouer le rôle des Africains à leur place. Cependant, la France a eu au moins 9 ans pour prouver de quoi elle était capable. Les résultats, ils sont là. C'est qu'aujourd'hui, même si on a coupé la plupart des têtes des mouvements islamistes, il n'en demeure pas moins que ces mouvements n'ont pas perdu ni en agilité, ni en capacité de nuisance. Donc l'idée ici n'est pas de s'installer dans un bras de fer entre la France et les pays concernés, mais d'arriver à réussir quelque chose, une alchimie qui fera que la France sera une valeur ajoutée, pas une valeur contestée, mais une valeur ajoutée dans la lutte contre le terrorisme. Le G5 Sahel est constitué de 5 pays et l'un de ces pays dont on parle peu s'appelle la Mauritanie. Il n'y a pas d'intervention française là-bas, il n'y a pas de base militaire française. Pourtant, je n'ai pas l'impression que c'est le pays qui s'en sort le moins bien parmi les 5 pays du G5 Sahel en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, je crois qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir, et l'impatience, je la comprends en premier, quand on est exaspéré par toutes les attaques que l'on subit au quotidien, on est tenté de constater et de dire que les forces militaires ne jouent aucun rôle. Mais les militaires ont été beaucoup moins présents au pouvoir que les civils. Toutes les opérations aujourd'hui, que ce soit de corruption, de népotisme et tout le reste qui ont fait que le terrorisme s'installe, n'ont pas été le fait des militaires. Donc quand on arrive avec ce bilan qui n'est pas glorieux et qu'on doit résoudre les problèmes, obtenir des résultats rapidement, je ne suis pas certain que le fait de vouloir désigner un bouc émissaire soit suffisant. Et je pense qu'à côté de ça, il y a une organisation régionale comme la CEDEAO qui, de mon point de vue, ne devrait pas uniquement être dans le rôle du père Foutard qui suspend, par exemple, les pays où il y a des coups d'État, mais qui arrive à trouver des solutions. Je ne dis pas ça juste pour faire plaisir au régime militaire, mais quand vous prenez un pays comme l'Ukraine aujourd'hui, elle a un régime qui a été contesté par moments, mais avec l'invasion russe, on a mis de côté tous les griefs qu'on pouvait avoir contre Zelensky, son administration et ses milices pour lutter contre l'invasion militaire russe. Donc, je crois qu'au niveau du Sahel, cela devrait être à peu près idem. Arriver à créer une solidarité d'abord régionale entre l'Algérie, les pays riverains du Sahel, et puis, dans la mesure du possible, associer toutes les autres forces qui pourraient apporter une valeur ajoutée pour obtenir des résultats. Mais si l'on est dans le rôle de celui qui distribue les bons ou les mauvais points, ou de celui qui veut être à nous dans un rôle de post-colon, je crois qu'on aura de grosses difficultés à résoudre le problème en question, d'autant plus que la question des bases militaires et du franc CFA reste des plaies béantes dans les relations entre la France et les pays africains. Niagalé Bagayoko, est-ce que cette guerre contre les djihadistes est-ce qu'elle peut être gagnée, tout simplement? Mais qui peut la gagner? Les États? Est-ce qu'il faut effectivement qu'ils se rapprochent plus, que la CEDEAO ait un rôle peut-être aussi militaire, qu'il y ait plus de régionalisme? Est-ce que les États sont suffisamment puissants pour agir seuls? Est-ce qu'effectivement la guerre contre les djihadistes peut être gagnée? Il me semble que justement le problème est que l'approche, c'est exclusivement ou trop
de manière trop importante concentrée sur cette approche militaire. Il n'y aura pas de sortie de crise sans une approche politique de la question. Et l'on voit aussi, et à mon avis il est absolument essentiel de le mentionner, que les 3 pays du Sahel central se sont tous engagés dans des processus de dialogue, si ce n'est de négociation à différents degrés avec certains groupes djihadistes. Le cas Donc, du il faut Niger dialoguer, est particulièrement il faut dialoguer. intéressant puisqu'il joue sur les différents volets, sur le volet militaire, sur le volet du dialogue, sur le volet de l'amnistie, sur le volet de la diversification des partenariats. À mon avis, il n'y aura pas de solution sans que l'on considère ces différents piliers de la gestion de crise en sortant d'une approche trop exclusivement sécuritaire. Il faut négocier donc avec certains djihadistes. Absolument. Ça veut dire que la négociation fait partie du panel des solutions. Parce que quand on dit négociation, déjà, il faut imaginer aussi que, par exemple, le JNIM, AQMI, a annoncé à plusieurs reprises qu'il acceptait de négocier avec IBK, puis avec la junte, que la junte a accepté, etc. Ils ont même fait des communiqués pour dire que la guerre avec la France est au Sahel et la France n'est pas concernée. Mais alors, qu'est-ce qu'ils négocient dans ce cas? Ça dépend ce qu'on met Ils dans veulent le panier. pouvoir ou ils ne veulent pas le pouvoir, Ça dépend pour ce faire qu'on met dans simple? le panier. Ça dépend ce qu'on met dans le panier. Qu'est-ce qui est à négocier? Est-ce que séparer les filles et les garçons à l'école, c'est négociable? Est-ce que appliquer la charia au niveau civil et pas au niveau pénal, c'est acceptable? Est-ce que amener des réformes, on va dire, rigoristes est acceptable ou pas? On parlait de la Mauritanie tout à l'heure. La Mauritanie a tapé très fort, mais elle a aussi négocié. Pas un attentat en Mauritanie depuis 2011. Le Niger, aujourd'hui, le président Bazoum, a initié des négociations avec l'État islamique. Ça veut dire Mais avec qu'est-ce qu'il est quelques prêt à responsables de accepter? l'État islamique. Donc il faut voir ce qu'on met dans le panier. C'est ça aussi qui est important. Vincent, La dialectique... qu'est-ce qu'il va négocier, Bazoum, avec justement les djihadistes? La dialectique entre le tout militaire et le tout politique n'est pas un jeu à somme nulle. Peut-être pas 70% de militaire, 30% de politique ou l'inverse. L'ennui avec la négociation, c'est que d'une certaine manière, on a une préfiguration de ce que pourrait être la société rêvée pour les têtes politiques, les cerveaux du djihadisme aujourd'hui. C'est aussi ce qui se passe en négociation locale dans le centre du Mali, dans le pays d'Ogon, etc., où effectivement, en contrepartie d'une quiétude, d'ailleurs relative et incertaine, eh bien, on impose des normes sociales, de comportement, des normes vestimentaires, la teneur même des prêches du vendredi, etc. Le problème là-dedans, quand, par exemple, Mohamed Bazoum... Normes sociales et religieuses. Oui, mais quand Mohamed Bazoum dit il faut en gros séparer le bon grain de l'ivraie, les jeunes égarés qui ont été mus plus par une sorte de ressentiment social, voire la misère tout simplement, et ceux qui adhèrent doctrinalement à un projet. C'est que ce projet, il est totalitaire. C'est-à-dire que les djihadistes n'ont pas vocation à simplement se contenter un jour de cabinets ministériels djihado-compatibles qui prendraient un peu de la norme rigoriste et qui accepterait d'autre part une ouverture. Problème, c'est bien la difficulté. Oui, mais quand il y a expansion, par exemple, juste pour schématiser... Parce que ça veut dire un État islamique possible, par exemple au Niger, un État islamique. Il faut dissocier État islamique et d'Al-Qaïda. L'État islamique ne négocie pas. L'État islamique fait des trêves ponctuelles pour se renforcer et taper encore plus fort derrière. J'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de gens. C'est pas quelque chose qui est propre, qui est apte, on va dire, à la négociation à l'heure où on parle. Ça veut dire qu'ils discutent des choses, mais on peut pas arriver à des accords avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent... Parce que dogmatiquement, ils peuvent pas aller plus loin qu'un accord ponctuel. C'est un projet millénariste, en fait. Voilà. Y a pas de projet Alors que politique. du côté d'Al-Qaïda, qui a l'expérience 30 ans de djihad, etc., ils ont cette, on va dire, capacité à faire de la politique. C'est comme ça qu'ils se sont implantés dans le Nord Mali et dans le centre, en faisant de la politique. Par exemple, la justice locale, ils ne voulaient pas s'en mêler. Sauf qu'à la demande des gens, ils se sont mêlés de ça. Il y a eu vraiment des directives très strictes pour ne pas refaire les erreurs de 2012. Ça ne les rend pas plus démocratiques, évidemment pas. Mais il faut voir, aujourd'hui, dans la dynamique actuelle, où on a l'État islamique et Al-Qaïda, il y a des populations dans le centre et dans le nord qui se disent, il n'y a pas l'État malien, les Français partent, on choisit le moins pire, c'est Al-Qaïda. Voilà, c'est-à-dire il faut essayer aussi d'imaginer ce que les gens ont. Au jour le jour, les gens, ils ont besoin de sécurité et de vivre les idéaux plus nobles, on va dire, de liberté et de droits de l'homme, etc. Ça vient après. Quand on n'assure pas son pain quotidien et sa sécurité, les gens ont d'autres impératifs. À la frontière entre le Niger et le Mali, on vient de voir la carte, il y a des populations entières qui n'étaient pas concernées par le djihad. Des Armas, des populations Peul, Bororo, etc., qui sont obligés de faire un choix entre qui et qui, en l'absence des États, entre l'État islamique et Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça aussi. Les États ne parviennent pas de toute façon à limiter cette menace. Niagali et Bagayoko, ils ne peuvent pas, eux, puisque en fait, vous dites faillite des États, les États trop faibles, ils ne peuvent pas vaincre.
cette menace. Mais la question est celle, effectivement, du schéma global. Quel est le projet de société qui est proposé par ces États? Wassim parle du fait que certaines populations adhèrent au projet djihadiste parce qu'aujourd'hui, il y a une défiance envers celui qui est proposé par les États post-coloniaux, considérés comme ayant failli en termes de démocratisation, en termes d'éducation, en termes de décentralisation, en termes d'urbanisation. Et c'est ce modèle-là qui est en question aujourd'hui, y compris dans la rhétorique, encore une fois, politique de certains acteurs djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les scénarios possibles, en fait, Vincent Hugeux? Là, ça veut dire qu'on peut effectivement avoir un certain nombre d'États dans le Sahel qui basculent, qui deviennent des États islamiques. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que l'on peut envisager, puisque vous parlez de scénarii, ça n'est pas, à mon sens, une sorte de vaste califat sahélien qui serait une sorte de résurgence d'un rêve ancien, ou peut-être des royaumes et des empires des siècles précédents. C'est pas ça. C'est plutôt, à mon avis, le fait que les élites politiques locales vont devoir concéder, vont devoir négocier sur le plan, encore une fois, sociétal, peut-être économique, la question du taux d'intérêt, dont on sait qu'elle est récurrente, sur le plan de l'éducation, sur le plan du statut de la femme, sur le plan de la façon d'enseigner le Coran et de prêcher le vendredi. Et ces États vont en fait, sans doute, acheter leur survie en échange de toute une série de concessions dans la vie quotidienne. Mais là, je parle effectivement plus de la nébuleuse Al-Qaïda, parce que je crois effectivement, absolument, comme Wassim le disait, que l'État islamique, lui, est très binaire. On est dans la coercition. On s'impose par l'écrasement de toute adversité. Ce n'est pas du tout le cas des stratèges et des cerveaux de la nébuleuse Al-Qaïda. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'heure, l'État islamique ne constitue pas une menace politique, on va dire, parce qu'ils n'ont pas les têtes pensantes qu'Al-Qaïda a en face. Mais c'est une menace militaire, alors. Mais donc qui est moins grave qu'une... je ne sais pas comment schématiser ça. Une menace militaire, il y a une réponse militaire. Mais une menace politique d'un groupe imbriqué dans la population depuis 30 ans, avec un circuit économique et une certaine acceptation de son existence dans la société, au nord et dans le centre, et ils veulent descendre plus dans le sud, sauf qu'ils n'ont pas les compétences et les hommes assez compétents pour descendre plus au sud. Même au Burkina, ils n'ont pas les hommes compétents, mais le jour où ils auront ces gens-là, là, ça serait une autre affaire. Ce que n'a pas pour l'heure l'État islamique, mais ça ne veut pas dire que des têtes pensantes ne peuvent pas venir d'ailleurs, du Nigeria ou d'ailleurs, pour, on va dire, dynamiser tout cela. Encore une fois, je répète, c'est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose qui s'adapte. Ils ne sont pas figés. Les États locaux, et même les États occidentaux, les Américains, Français compris, sont beaucoup plus figés dans leur approche que les djihadistes. Oui, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour les États? Non, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a aussi des acteurs islamistes non violents, non armés, qui jouent un rôle très important. On a cité le cas de la Mauritanie, mais le cas du courant de l'imam Dicko au Mali, notamment, et à ne pas négliger, même si les autorités actuelles ont réussi à le marginaliser. C'est une voie qui portera à l'évidence à l'avenir, et considérer ces forces de l'islam salafiste non violent est aussi à prendre en considération dans l'équation, à mon avis. Bon, et la démocratie en Afrique dans tout ça? C'est là, évidemment, où on touche du doigt une apparente contradiction interne, comme on disait jadis au parti. C'est-à-dire que tout ce que l'on essaye de décrypter ici ne signifie pas qu'il n'y a pas au sein des jeunesses africaines une profonde aspiration à l'ouverture sur le monde et à la démocratie authentique. Le problème, ça n'est pas une sorte de désaveu démocratique, c'est que les versions de la démocratie formelle qui leur a été proposée par des pouvoirs civils successifs ont dévalué l'idéal démocratique, et y compris d'ailleurs dans son expression électorale. Quand vous avez l'impression que votre voix ne compte pas, ou qu'elle sera anéantie par la fraude, ou par la corruption, voilà, par l'achat des consciences, vous en venez à renoncer à cet idéal-là. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper de perspective non plus, et considérer que toutes ces sociétés africaines seraient embarquées dans un même élan d'adhésion à un projet de nature totalitaire. Non, ça n'est pas la réalité sociale. Magloire Kemayou, vous avez 30 secondes pour conclure. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites et ont été dites de façon juste. Je n'ai pas l'impression que l'islam est né dans le Sahel ou qu'il est devenu un sanctuaire de l'islam où on viendra faire le prochain pèlerinage. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a un besoin à la fois de bonne gouvernance et surtout de gestion, de répartition de la richesse qui pose un problème et qui n'est pas lié
qu'à la question idéologique et religieuse. Or, aujourd'hui, tout cela prend forme et prend de l'importance parce qu'il y a eu dans les années 90 la guerre contre l'islamisme en Algérie qui a été décalée vers le Sahel et qui a trouvé un terrain d'expression à l'assassinat de Kadhafi, du colonel Kadhafi, où les armes ont été distribuées, des armes ont été également récupérées dans l'arsenal de Kadhafi et sont descendues. On n'a plus le temps, Louis Magloire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Lomé. Merci Niagalé Bagayoko, merci Wassim Nasr, notre spécialiste des mouvements djihadistes. Merci Vincent Hugeux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.